c'est parti avec ce nouveau numéro de Parcours d'élite qui reçoit aujourd'hui Messier Papi Tamba, avec qui nous allons faire la ronde de questions d'actualité. Messier Papi, d'entrée de jeu, si vous pouvez déjà vous présenter. Je sais que vous n'êtes plus à présenter à Kinshasa parce que vous êtes déjà un visage connu à la télé, mais par rapport à votre parcours, si vous pouvez nous dire d'où vous venez, quelles sont vos origines. Écoutez, je m'appelle l'humble et le serviable Papi Tamba. Je suis originaire de la province d'Iba-Congo et je suis un Congolais qui a longtemps vécu en France, comme on aime généralement nous appeler Congolais de la diaspora. Voilà. Et à part ça, qu'est-ce que vous avez fait comme formation de votre bas âge? Moi, j'ai un parcours on ne peut plus atypique parce que j'ai plusieurs formations à la clé. J'ai un fondement de technicien, c'est-à-dire j'ai fait des humanités techniques au pays ici. J'ai fait l'université en faisant Sciences Po. J'ai fait un peu de droit aussi. Et j'ai suivi plusieurs formations dans des domaines variés. Donc c'est pourquoi je dis que j'ai vraiment un parcours atypique à telle enseigne que chaque fois j'ai ramassé une discipline pour ne plus poursuivre dans la même discipline, mais dans la formation qui devait suivre, c'était pour embrasser une nouvelle discipline. Et après, bon, sur les plans politiques, c'est clair que j'ai entamé ma carrière politique sur Internet. Vous savez, quand vous vivez à l'étranger aujourd'hui, Internet c'est un peu un village planétaire. C'est un moyen de communication très efficace utilisé par les Congolais du monde entier parce que ça vous permet de vous retrouver tous, bien que vous soyez dans plusieurs pays, mais comme vous étiez tous dans un même village pour échanger, pour dialoguer, discuter. Alors, vous savez que Internet c'est aussi un milieu que j'ai toujours appelé comme des effets de café de commerce, où tout et n'importe quoi se raconte. Alors, il y a Honoré Ngwanda, à l'époque, avec son appareco, qui avait commencé à distiller beaucoup de mensonges sur la personne du chef de l'État. La personne du chef de l'État, bien entendu, que je défends, que je soutiens. Alors, j'ai commencé à ramer contre-courant. J'ai commencé par une lettre ouverte que je lui avais adressée. J'ai eu un retour de sa garde rapprochée qui m'ont vraiment vertement insulté, traité dans tous les sens. Il y a l'ego humain qui a surgi et le combat a commencé. Papi Tamba contre Appareco, ça durait plusieurs années. C'était même avant d'appartenir à un quelconque mouvement au sein de la majorité présidentielle. Tout cela est venu après. Voilà les petits parcours de l'humble et du serviable de Papi Tamba. Et aujourd'hui, vous appartenez à quel parti? Aujourd'hui, je suis un membre actif et effectif du PPRD. Donc, en tant que tel, je suis dans la majorité présidentielle où je suis référencé parmi les communicateurs de cette grande famille politique qui fait la fierté de notre pays. Et quelle est la situation de la diaspora aujourd'hui? La diaspora congolaise aujourd'hui a une particularité, c'est que depuis environ un certain nombre d'années, la diaspora est divisée. Elle n'est pas divisée sur les plans idéologiques, mais elle est divisée au-delà même du plan idéologique. Ce qui voudrait dire que, vous savez, vous pouvez être divisé sur les plans idéologiques, c'est considéré comme des adversaires, mais non pas des ennemis. Mais aujourd'hui, la diaspora congolaise a créé de l'animosité, a créé de l'inimitié, au point que on ne sait plus s'asseoir sur la même table, discuter avec les gens, manger avec les gens, échanger avec les gens avec qui on ne partage pas la même vision. Et ces gens-là se disent combattants et en tant que tels, ils nous traitent de collabos. Voilà un peu la situation de la diaspora actuellement. Et vous, à votre niveau, parce que vous êtes quand même l'icône de la diaspora congolaise, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour essayer d'éradiquer à cette situation? On conscientise et on continue à conscientiser. C'est tout ce qu'il faut faire et continuer à faire. Conscientiser, continuer à conscientiser. Faire comprendre aux gens, à plusieurs personnes parmi ses frères, que c'est vraiment inutile,
que les pays ne gagnent rien. La diaspora, elle-même aussi, ne gagne rien par rapport à la situation qui s'est créée aujourd'hui. Il y a des gens qui prônent et qui favorisent la violence physique même, la violence physique faite sur autrui, des insultes, des ragots, des mensonges, des railleries. Nous essayons de leur faire croire que les pays ne gagnent rien dans tout cela. Donc nous espérons tout simplement qu'il arrivera un beau jour où notre discours sera compris. Il y en a qui essaient de les comprendre, qui changent aussi leurs attitudes, qui comprennent que le peuple congolais ne peut pas continuer dans cette direction. Bon, il y en a d'autres qui se radicalisent tout le temps. Ils ont peut-être leurs raisons. Mais nous continuerons toujours à renouveler l'appel à la paix, l'appel à la cohésion. Ok, ça c'était juste une transition. Nous allons faire la ronde de quelques questions d'actualité politique. Monsieur Papi Tamba, parce que vous êtes de la majorité présidentielle, vous connaissez les rouages de la cuisine. Nous voulons savoir à quand le gouvernement de cohésion nationale. Vous savez, on peut être la majorité, comme aussi l'opposition. On doit savoir que les pays se gèrent sur la réalité de la Constitution et le fonctionnement des institutions de la République. Or, notre Constitution, en cette matière, est claire, que la nomination d'un gouvernement relève d'un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Donc, ce qui voudra dire qu'on soit la majorité ou qu'on soit l'opposition, on devait tout simplement respecter la Constitution, que nous avons tous mis en place, c'est-à-dire contribué à mise en place par une assemblée qui a été à son élaboration, et surtout par rapport à sa ratification qui s'est faite même par les peuples souverains par voie référendaire. Donc aujourd'hui, je n'ai vraiment pas de réponse appropriée à vous donner parce que c'est lui qui est dans la discrétion, ne nous a rien révélé. Et je peux aussi le comprendre parce que la Constitution lui consacre cela comme état prérogative. Donc, par rapport à ça, je n'ai aucun gêne, j'ai beaucoup d'humilité pour vous dire que je ne sais pas quand, comment et pourquoi. Donc, on reste dans les question marks. Non, on n'était pas quand même à longueur. Vous savez, le chef de l'État a annoncé l'existence d'un gouvernement de cohésion nationale le 23 octobre 2013. Il va de soi qu'aujourd'hui, nous sommes le 21. Donc, nous sommes le 21 janvier 2014, donc ça fait combien de mois, si vous calculez? 3 mois. 3 mois qui représentent environ 90 jours. L'annonce des concertations nationales a été faite par les chefs de l'État de façon officielle le 15 décembre, le 15 décembre 2012. L'annonce des concertations. Les concertations ont démarré mi-septembre 2013. Voilà le temps que ça a pris. Quand nous étions en concertation, on a pu observer qu'il y avait des choses à baliser entre les différentes tendances qui étaient là. Et on a pu observer qu'il y avait, permettez-moi l'expression, des rancines qui remontaient même à plusieurs années et même jusqu'à l'aube même de notre indépendance. Maintenant, le gouvernement de cohésion nationale doit répondre à tout cela. Ce qui voudrait dire... C'est aussi l'une de ma préoccupation, savoir qu'est-ce que le gouvernement de cohésion nationale va apporter. Parce que j'avais reçu l'un des députés de l'opposition dans cette même émission. Pour lui, de son avis, le gouvernement de cohésion nationale n'apportera rien. Et à votre avis? Non, vous savez, le mot rien a une définition que nos amis nous donnent, que nous ne comprenons plus. Pour eux, vous savez, il suffisait juste que cela sorte, que l'initiative sorte de la majorité ou du chef de l'État. In fine, ça ne voudra rien dire et ça ne peut rien apporter. Moi, je ne fais pas la politique de cette manière. Je sais que parler du gouvernement de la cohésion nationale, cela a été annoncé des suites des concertations nationales. Les concertations nationales ont pondu plusieurs résolutions et recommandations. Le chef de l'État a pris une série de mesures. Or,
les concertations nationales étaient un cadre qui a agi par délégation des pouvoirs. C'est le chef de l'État qui est la personne qui a la légitimité la plus étendue, qui a délégué une partie de ses compétences aux Congolais choisis dans différents domaines pour réfléchir et lui ramener les conclusions. Et vous le savez qu'en droit administratif, il n'y a pas de délégation sans texte. Ce qui voudrait dire qu'il y avait un texte qui l'avait accompagné. Et ce texte a donné du contenu. Le chef de l'État vient constater et il fait sien toutes les recommandations que nous avons essayé de pondre dans le cas des concertations nationales. Or, la Constitution nous dit que c'est le chef de l'État qui donne des missions au gouvernement. C'est lui qui donne l'orientation au Premier ministre choisi par lui au sein de la majorité parlementaire. Alors, je me pose la question, pourquoi le chef de l'État va envoyer un certain nombre de personnes dans la durée, réfléchir, lui ramener les conclusions, pour qu'il prenne ces conclusions et les ranger dans les tiroirs? Donc, ce qui voudra dire que le chef de l'État qui donnera des missions au gouvernement de cohésion nationale tiendra compte effectivement des résolutions prises dans le cadre des concertations nationales. Ça, c'est tellement transparent, c'est tellement apparent que cela va de soi. Maintenant que nos amis soient dans leur logique aussi de tout réfuter, de tout refuser, vous savez, malheureusement pour nous, on n'a pas assez la force d'avoir des baguettes pour taper aux gens qui sont récalcitrants. Parce que d'abord, on n'a pas envie aussi de se comporter aussi en gladiateur pour essayer de taper sur les gens. Ok. Parlons de la situation de l'Est du pays. Le M23 a remporté son opération de pomme orange. Et juste quelques semaines après, il y a l'ADF NALU qui s'est manifesté. Et voilà, à ces jours, le FARDC repoussait l'ADF NALU. Mais dans l'entretemps, il y a encore le M23 qui se prépare pour rebondir encore à l'est du pays. C'est quoi aussi? Vous savez, madame, la manière dont vous posez la question me semble, permettez-moi, c'est mon jugement, me semble biaisée dans la mesure où, tel que vous la formulez, vous orientez le peuple vers des faussetés. L'ADF NALU existe sur notre territoire depuis 2005. Depuis 2005, ils sont là sur notre territoire. Ils ont commencé par 500 hommes, plus tard 1000 hommes, et aujourd'hui on ne pouvait même plus les quantifier. Pour la plupart des musulmans, des dissidents du régime de Museveni. Ils occupaient les parcs de Virunga. Ils sont référencés. Mais ils ne se manifestaient pas. Non, ce n'est pas qu'ils ne se manifestaient pas. Ils faisaient des incursions. Le M23 commence son existence réelle en 2012, en 2013 plutôt. Son existence est réelle. Non, c'était en 2012. Si j'ai bonne mémoire, je ne me rappelle plus. Oui, c'était en 2012 que le M23, plus précisément le 23 mars, mais l'effectivité vers le mois d'avril, vers le mois de mai. Ils commencent leur existence. Bien entendu qu'ils ont eu des ramifications avec peut-être le CNDP, mais l'existence est réelle. Mais la particularité du M23, c'est qu'ils avaient une force de feu et une force de frappe de loin plus supérieure à l'ADF NALU, parce qu'on ne doit pas oublier que le M23 a quand même occupé 700 km² sur nos territoires. 700 km² pour un pays dont la superficie est estimée à 2 345 400 km², faites rapidement les calculs, vous verrez qu'on n'est pas lui du quart ou du cinquième du territoire que ces gens ont occupé. Moi, je pense que l'attention de tout gouvernement responsable, au moment où il y avait un sursaut de prise de conscience collectif, bien entendu, prise de conscience collective pour éradiquer toutes ces différentes forces rebelles sur notre territoire, que la MONUSCO et que l'ONU aussi a dénombré jusqu'à 40, plus de 40 même environ. Il aurait fallu peut-être qu'on commence par s'occuper d'abord du géant. Ça aurait été irresponsable de faire une grande guerre à l'ADF NALU et aux autres en laissant les M23 de côté. Les M23 allaient augmenter leurs prétentions et peut-être aller plus loin. On a réussi à les stopper, on a réussi à les bouter dehors et on a réussi aujourd'hui sur le plan international à mener des actions diplomatiques qui décourageraient
toute nouvelle inquiétude, je pense que nous arriverons pour essayer d'en parler. Donc, ce qui voudrait dire que, déjà... après les M23, l'action a continué. L'action a continué. La première action, c'est qu'on a commencé par lancer un appel. On a lancé un appel à toutes les différentes forces rebelles pour qu'ils puissent déposer les armes. Beaucoup d'entre elles ont déposé effectivement les armes. Mais en revanche, il y a les FDLR, l'ADF Dalou et quelques mouvements de Raïs Mutombori, je crois, qui ont résisté. Il fallait bien que l'État s'en occupe le moment venu. Pourquoi cette résistance? Cette résistance parce qu'il se pose un problème, surtout avec l'ADF Dalou et avec les FDLR. Ces deux forces rebelles pensent dans leur esprit que nous pourrions hériter, nous, je parle du régime des chefs de l'État et du régime de Kabila, hériter la logique de gestion du pouvoir du fait président Mobutu. Cela veut dire quoi? Ils pensent qu'ils pouvaient nous rallier à leur cause contre les pouvoirs qui les a permis d'être, ou qui les a chassés, moi je ne dirais pas chassés plutôt, contre les pouvoirs pour lesquels ils sont en exil. L'effet président Mobutu... C'est pas celui de Mouzé. Non, c'est-à-dire je parle du régime actuel. Les chefs de l'État n'entrent pas dans cette logique. Aujourd'hui, pour nous, quand nous parlons du Rwanda, nous parlons de l'Ouganda, nous ne parlons pas des communautés au sein de ces pays. Nous parlons d'eux comme étant des États. Les Hutus, à l'époque, ils ont réussi à faire croire au président Mobutu qu'ils étaient tellement frères des Bantous et que le président Mobutu devait se rallier avec eux contre les Tutsis au pouvoir au Rwanda. Et plutôt contre les Tutsis en exil plutôt. C'est pourquoi vous avez vu que notre soutien envers les Hutus, notamment à Biarimana, était manifeste chaque fois qu'il y avait l'interdiction des Tutsis. Pour nous, nous disons que ni les Hutus, ni les Tutsis ne sont nodés de sainteté par rapport à ce qui se passe chez nous. Notre problème avec le Rwanda et notre problème avec l'Ouganda... Non, moi je parle des Tutsis rwandais. Je ne fais pas d'amalgame. Je dis ceci, que notre problème avec ces deux États sont des problèmes qui ne sont pas ethniques, mais sont des problèmes d'État à État que nous réglons dans les conseils des nations. Ce qui voudra dire que les FDLR et l'AFDALU, même s'ils sont opposés au régime des pays, de leur propre pays plutôt, ça ne leur donne pas droit d'être chez nous avec des armes pour mener la rébellion contre leurs États. Non, nous n'entrons pas dans cette logique. Pour nous, nous disons une chose, qu'ils soient acceptés chez nous comme réfugiés politiques, si c'est le cas, c'est qu'un réfugié politique ne mène pas la lutte armée. Mais ils sont là comme étant une rébellion, ils constituent ce que nous appelons les forces négatives qu'il faut éradiquer. Voilà. Voilà notre position, et ça c'est la position défendue mordicus par les chefs de l'État. Mais à ce que je sache, eux par contre ne combattent pas contre leurs États, mais plutôt contre la RDC. Non, attendez, ils sont sur notre territoire. Les FDLR n'ont aucune raison de combattre contre nous. Les FDLR, par exemple, essayent de trouver l'espace chez nous, en traumatisant la population autochtone. Mais leur but, c'est de se constituer contre les Rwandais et de chercher à rallier les Congolais à leur cause, notamment avec l'ADF Nalu. C'est-à-dire, ils sont sur notre territoire, certes, ils vont combattre pour trouver l'espace. Ils veulent s'imposer l'espace chez nous. Mais la finalité politique pour eux, c'est de renverser les régimes politiques chez eux. Nous disons que nous sommes contre que vous puissiez vous imposer l'espace chez nous. Et nous sommes contre que vous puissiez nous utiliser comme fonds de commerce et contre les régimes de chez vous. Retournez chez vous. Où vous êtes chez nous, vous êtes des réfugiés politiques, renoncez à toute action politique. Voilà au moins la situation, notre position, du moins celle que nous défendons. Mais dans ces cas, comme eux, ils sèment la terreur à l'est du pays, pourquoi ne pas débuter dehors? C'est ce qui s'est fait. Vous savez, madame, lorsqu'on essaie de combattre une force rebelle, c'est pour faire quoi? C'est pour l'imposer à cette force. Si on remporte la bataille contre les forces, c'est de leur imposer la voie pacifique de la République, si on les accepte par après, ou soit c'est de les pousser à l'exil. C'est ce qui a été fait avec le mouvement du M23. Nous ne sommes pas dans cette... Nous voulons tout simplement que les Congolais de partout vivent en paix sur son territoire. Et ça, chercher à ce que les Congolais vivent en paix sur son territoire, c'est ne faire du mal à aucun pays voisin. Et les M23 a signé des déclarations à Nairobi. Mais pourquoi ils veulent encore revenir au pays à votre avis? Non, pour ce qui est du M23, il faut considérer qu'il y a des tendances.
déjà, plusieurs fois, vous avez constaté des dissensions au sein du M23. Entre la branche du M23, qui était favorable, bien entendu, à constater leur échec, pour maintenant se dire que voilà, nous sommes une force conquise, une force qu'on vient de battre, et que nous signons notre reddition, pour maintenant envisager d'autres mécanismes de survie. Et de l'autre côté, c'est-à-dire, je dis entre ces tendances, mais il y avait aussi une autre tendance, c'est celle, la branche dure avec les malchanceux Roger Lumbala, et les autres qui, pour eux, la tête de Kabila ne leur plaît pas. Ce qui voudrait dire que, par rapport à tout cela, moi, Roger Lumbala, même s'il faut aller amener les cataclysmes à RDC, appeler Lucifer carrément en personne à RDC, en autant que Kabila doit partir au pouvoir, je le ferai. Il a peut-être ses raisons, mais en tout cas, ce sont des raisons que les Congolais n'apprécient pas et que les Congolais n'approuvent pas. Alors, maintenant, ils pensent qu'ils peuvent encore se constituer en M23 bis pour encore de nouvelles incursions. Nous sommes préparés à ça. Nous ne disons pas que ces gens-là ont renoncé. C'est bien la preuve. J'ai dit bien, c'est bien la preuve que ces gens-là ont été conquis militairement par rapport à ce qu'on veut nous raconter. Parce que s'ils étaient conquis sur la base d'un accord et d'un arrangement, sur le plan international, comme Roger Lumbala a voulu le faire croire et que d'autres malheureusement ont cru, ils seraient aujourd'hui dans une logique de demander les raisons, de demander plutôt les clauses de l'accord. Ils ne sont pas dans cette logique et ils sont dans une logique de la lutte armée. Maintenant, pour nous, l'ONU a exprimé les inquiétudes au niveau du Conseil de sécurité. Ça, c'est quand même le nom 1 de la MONUSCO qui parle. Et le nom 1 de la MONUSCO ne parle pas en l'air, il doit avoir des éléments. Mais notre problème à nous, c'est de savoir que nous sommes préparés. Les chefs de l'État étaient clairs là-dessus. Que désormais, on doit savoir que toute nouvelle tentative d'agression contre la RDC sera suicidaire. Plusieurs fois, les chefs de l'État, dans des discours officiels devant le peuple congolais, il a dit que si